Je suis un grand fan de DC Comics. Et vous allez sûrement me dire pourquoi. Pas parce que je suis tombé sur un comics au hasard ou je ne sais quoi. Non, non, je suis vraiment devenu fan de DC Comics. Ouais, bah, à partir de Man of Steel, j'ai vécu cet univers cinématographique, en même temps que je suis devenu un fan passionné du cinéma de manière générale. DC Comics, pour moi, c'est ce qui représente ma passion du cinéma en partie. Donc, du coup, parler de sa chute par rapport à son univers cinématographique qu'il a créé, ça fait beaucoup de mal, croyez-moi, ça fait beaucoup de mal. Donc pour me soutenir dans mon propre chagrin, je vous invite amplement à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent et ainsi me suivre sur les réseaux sociaux. Ça me fera énormément plaisir parce que croyez-moi les gars, je vais en avoir cruellement besoin durant le long de cette vidéo. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est les Satires et aujourd'hui, c'est un jour plutôt terrible, hein, soyons honnêtes. Aujourd'hui, maintenant que cette ère est passée, maintenant que nous avons fait notre deuil, il est enfin temps de parler de la chute de l'univers cinématographique d'ici, ou du DC Extended Universe, ou du DC j'ai l'accent anglais. Pour ceux qui sont pas familiers avec ce type de vidéo, c'est très simple. Nous allons parler d'une saga qui a eu une heure de gloire en particulier, à une période en particulier, et nous allons voir comment est-ce qu'elle a dégringolé jusqu'à entièrement finir dans les bas-fonds de l'oubli et de la honte, au point que l'on n'entendit plus jamais parler de cette saga. Bon, la seule vidéo qui fait exception à tout ça, c'est Jurassic Park. Mais bon voilà, tout ça pour dire que on présente une saga qui vraiment s'était démarquée fut-il un temps, mais qui vraiment s'est effondré. Et comme là on parle pas d'une saga cette fois-ci, mais vraiment d'un univers cinématographique, cette vidéo va être beaucoup plus différente de toutes les autres. On va vite fait parler des films les plus importants qui ont été les plus poussés dans un univers cinématographique, parce que sachez que créer un univers cinématographique, ce n'est clairement pas du tout la même chose que de créer une saga, mais bon ça, on le verra au long de la vidéo. On parlera de leur succès au box-office, de leur succès critique, mais sachez que pour les plus petits films, tels que par exemple Suicide Squad ou encore Wonder Woman 84, hein, pour citer que cela, eux on s'attardera seulement que vite fait et je ne ferai que exposer mon propre avis personnel. Voilà, leur box-office et leur succès et tout. Voilà, à ce stade-là, franchement, on s'en bat les couilles. Enfin bref, et d'ailleurs aussi, petit dernier avertissement, si vous entendez quelque chose gargouiller, c'est mon ventre. Ouais, j'ai tourné cette vidéo en période de Ramadan, si jamais cette vidéo sort pas à la période du Ramadan, donc quand même. Bon déjà, qu'est-ce que c'est que cette maison DC Comics? Ça c'est une bonne question en vérité. Et pour savoir qui c'est exactement, eh bien on va faire une remontée temporelle beaucoup plus loin que tous ceux auxquels nous sommes allés depuis le début de la chaîne. On doit remonter pour ça jusqu'en 1934. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de combien de temps c'est loin 1934. Et DC Comics se fera créer à partir de cette époque-là par un dénommé major du nom de Malcolm Weaver Nicholson, excusez-moi du nom. Hein. Il s'agit là d'un ancien major de l'armée américaine, ici reconverti en publicateur de pulp. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi les pulp, c'est un petit peu des one-shots de comics, si vous voulez. En gros, c'est genre des petits comics qui durent maximum une trentaine de pages et qui racontent une petite histoire. Voilà, globalement rien de folichon non plus. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, DC Comics, ça s'appelle pas du tout DC Comics. Au contraire, ça s'appelle la New Action...
Ouais, non, c'est la New Fun Comics. 2 ans plus tard, en 36, bah, New Fun Comics deviennent New Comics, tout simplement. Voilà, quelque chose d'un peu plus sobre. Et là, petit à petit, New Comics commence petit à petit à rencontrer son public. Pour ensuite être renommé en 1937 Detective Comics INC. Mais l'année suivante, en 1938, plus précisément le 29 février 1938, qui cette époque-là était une année bisexy quoi. Et bah ce jour-là est né un super-héros que l'on connaît tous, à savoir Superman. Le tout premier comics de ce super-héros qui deviendra connu à l'avenir et publié. Et là, un succès retentissant commence à se créer vis-à-vis du personnage. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que avant que Superman, le comics ne s'appelle pas Superman, mais il s'appelle juste Action Comics, parce que ouais, on peut se dire que ça fait un peu plus vendeur, hein. Après, c'était l'époque de 38, on est 1 an avant la Seconde Guerre mondiale, je rappelle. Et le temps passera, et l'année suivante naîtra par la suite Batman, qui, lui aussi, deviendra une grosse figure dans la pop culture, si c'était peut-être la plus grosse figure de toute la pop culture de l'histoire, hein. Et à ce moment-là, ça y est, c'est bon, les gars se décident enfin d'appeler ça DC Comics. En 1977, à cette époque-là, Star Wars a sorti, les gars. Et suite à tout ça, voilà, je vais pas résumer la suite parce que là, on entrerait totalement dans une autre vidéo. Mais c'est pour rappeler que, voilà, DC Comics est né comme ça. En gros, c'était une simple, disons un simple magasin de comics qui se contentait de créer et de publier des comics à travers les États-Unis et le monde, évidemment. Et jusque-là, on aurait pu se dire que DC Comics aurait très bien pu se sortir dans toute cette histoire. Mais bon, comme vous le savez les gars, quand quelqu'un crée une entreprise, attendez-vous à ce qu'il y ait des concurrents derrière vous. Et ce sera le cas du plus important de tous les concurrents que DC Comics aura affronté, Marvel. En gros, DC et Marvel, si vous voulez, c'est un petit peu comme Apple et Samsung, un peu comme McDo et Burger King, ou comme Nintendo et Sony avec la PlayStation. Ou alors comme Messi et Ronaldo, comme Booba et Rof, comme Donald Trump et Joe Biden, Macron et Le Pen. Pourquoi est-ce que je les cite tous, sérieusement? Ça sert à quoi? Bref, à partir de ce moment-là, c'est la guerre. Marvel et DC, même encore aujourd'hui, se livrent une guerre fratricide pour dominer leur marché respectif. Bon, d'abord, ce sera les comics et, bien sûr, ça s'étendra jusqu'à la télévision, jusqu'aux jeux vidéo et jusqu'au cinéma, à savoir le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Faut savoir que les années 80, disons la période années 70 jusqu'à 2000, pour le super-héros, c'est pas terrible. Je vous jure, c'est pas terrible. Les gars, dites-vous que encore aujourd'hui, si ces vidéos, si ces films et séries sortaient de nos jours, je vous jure, il sera même sur Twitter pendant je sais pas combien de temps et on se contenterait de les utiliser à l'infini. Dites-vous même que certains memes sont encore utilisés à l'infini, dites-vous. Mais faut bien comprendre qu'à cette époque-là, les super-héros, c'était pas pris au sérieux. Par le grand public, c'était juste, des super-héros en collant qui se battaient contre des méchants et qui intéressaient les gosses à acheter des papiers en magasin. Voilà, en librairie, gratuitement, mais voilà, c'est pas de la littérature à la J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin ou J.K. Rowling. Ah ouais, non, J.K. Rowling n'existait pas à ce moment-là. Non, disons que les comics à cette époque-là, c'était un peu le livret issu de la seconde classe en librairie, disons-le. C'est pas vraiment la gloire pour eux, quoi. Mais néanmoins, il peut y avoir des exceptions qui peuvent se démarquer de tout ce qui a été fait dans l'univers du super-héros. À savoir, Superman, réalisé par Richard Donner, excusez-moi, et qui révélera au grand monde Christopher Reeve, aujourd'hui considéré comme une légende vivante, et qui non seulement encore aujourd'hui est utilisé comme une référence dans le domaine, et qui surtout influencera l'univers du super-héros à tout jamais. Viendra par la suite Tim Burton, qui lui viendra avec Michael Keaton au rôle principal pour faire son film Batman en 1986. Sachant que Superman était sorti en 1979 ou peut-être 81, je sais même plus. Ça en même temps c'est normal, cette période-là c'est ce que l'on appelle la période du nouvel Hollywood. Je l'avais déjà parlé dans mon après-séance sur The Creator et Killer of the Flower Moon parce que Scorsese y avait participé justement. Mais il faut bien comprendre que le nouvel Hollywood c'est vraiment une période très importante dans le cinéma. À cette époque-là, si t'étais réalisateur à l'époque du nouvel Hollywood, t'avais carte blanche pour faire le film que tu voulais. T'avais pas un producteur qui venait te dire non mais moi je veux ça dans mon film, moi mais j'exige que ce soit comme ça. Non, c'était juste, t'avais toujours le producteur qui était au-dessus de toi, mais c'était lui qui finançait ton projet, même s'il venait à être au taquet cher, les dents de la mer. D'ailleurs, comme ça sera le tout premier blockbuster de l'histoire du cinéma, t'auras bien évidemment d'autres réalisateurs qui en feront qu'à leur tête et qui porteront des ambitions au sommet, et au sommet de tout ça, t'auras Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Spielberg, etc., etc. Bref, voilà. Et forcément, de toutes ces imaginaires collectifs, Richard Donner et Tim Burton se donnent, eux, à fond
tant leurs ambitions au point de faire ces films cultes que l'on connaît et que l'on acclame encore aujourd'hui. Et encore, j'ai pas vu les deux Batman de Burton pour vous dire. La trilogie Superman est considérée comme un classique. Batman de Tim Burton est considéré comme un classique au point qu'en 89, il est droit à une suite qui s'appellera Batman le défi, que beaucoup considèrent encore aujourd'hui, lui aussi, comme le meilleur film de super-héros de tous les temps. Pour le premier Superman de Richard Donner, c'est exactement pareil. Mais pour les autres... c'est compliqué. Vous avez sûrement entendu vos parents qui ont dû vous dire: oh là là, mais c'était génial, les 4 fantastiques avec l'air reçu comme ça. Oh là là, mais Hulk aussi, c'était bien là, avec ce gars au taquet musclé, mais qui avait des faux muscles, qui s'appelait je sais pas quoi, Banner. Et oh là là, oh que c'était bien la série Wonder Woman des années 90. Oh, je me souviens encore de son générique et de son générique. Donc ouais, on aurait pu se dire qu'à cette époque-là, c'était le début de l'âge d'or du super-héros, mais clairement pas du tout. D'ailleurs, même Batman Forever, malheureusement, commencera à planter un couteau dans le cou pour pouvoir mettre à terre à ce futur âge d'or, malheureusement. Et Batman et Robin finira par malheureusement l'achever en 1997. Et à ce moment-là, on aurait pu se dire que l'univers du super-héros, c'est condamné. On n'aura plus jamais de bons films de super-héros au cinéma, à part les 5 exceptions que je vous ai citées tout à l'heure, hein, surtout du côté de Marvel. Il faut bien comprendre que DC domine le cinéma, certes, mais ça veut pas forcément dire grand-chose. Ils continueront de percer dans les comics et 2-3 séries télé que tout le monde aura malheureusement oublié aujourd'hui. Mais après, DC d'un côté, ils pouvaient se réjouir parce que leurs concurrents Marvel ne faisaient que... Bon, j'irai pas jusqu'à dire que se tirer des balles dans le pied, mais ils essayaient de percer sans y arriver. Toutes les séries kitsch que je vous ai citées tout à l'heure, ils feront que les accumuler au point petit à petit de se faire oublier par le grand public. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, DC, ils avaient la Warner qui sont à leur côté depuis fort longtemps. On peut se dire que DC est en sécurité. S'ils peuvent se permettre des gros trucs et des plutôt gros budgets, ils ont toujours la Warner derrière eux. Alors que Marvel à côté, ça varie à droite à gauche. Du coup, DC, ils ont largement le champ libre pour pouvoir un minimum se détendre, même si personne peut encore espérer avoir une Justice League un jour, parce que le projet est encore trop ambitieux aujourd'hui. Du coup, Marvel, pour pouvoir mieux s'en sortir, ils essaient de collaborer avec 2-3 entreprises cinématographiques, sauf que malheureusement, cela adviendra à devoir vendre les droits de diffusion et les droits d'exploitation de leurs super-héros différents à plusieurs boîtes et entreprises un peu partout. C'est pour ça qu'on retrouve Spider-Man chez Sony Pictures, les X-Men et les 4 Fantastiques chez la Fox, Hulk chez Universal et je ne sais quel autre super-héros encore se sont perdus au travers les studios hollywoodiens. Et ça tombe bien, on y est justement. Vient l'an 2000 et histoire de bien commencer ce nouveau millénaire, un film apparaît et sort de nulle part. C'est la 20th Century Fox qui l'a entre les mains et le nom de ce film-là, c'est X-Men. Quand on voit ça, on se dit putain, encore un autre film de super-héros kitsch, immature. Les gosses, ils peuvent pas nous laisser tranquilles avec ce genre de... Oh là 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 là! Mais les super-héros, c'est trop bien! Là, ça y est, on a enfin un film de super-héros de référence chez Marvel. Et dites-vous que ça s'arrêtera pas encore là, parce que suite à cela viendra par la suite encore un autre film Marvel, mais cette fois-ci du côté de Sony Pictures pour montrer que la concurrence se corse, à savoir le Spider-Man de Sam Raimi. Un film qui d'ailleurs sera presque un porteur d'espoir suite au 11 septembre 2001 qui, au rappel, est pas un jour à rappeler de la part de tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et entre temps, la seule chose que Warner a sorti de grandiose entre temps aux côtés DC Comics, c'est Dans la grotte de Batman, qui est un téléfilm sur les aventures du Batman de Adam West dans les années 60. Super, cool. Donc ouais, à cause du fait que DC se sont trop reposés sur leur laurier, en plus d'avoir pas assez profité de s'être reposés après la terrible destruction de la saga de Batman et Robin, se prendre ces deux films-là en plein dans la gueule, c'est chaud. Surtout qu'en plus de ça, chacun de leur côté ont respectivement fait leurs suites respectives qui, eux, brasseront un plus large public, dites-vous. Donc ouais, face à tout ça, DC et Warner, ils commencent un petit peu à frissonner. Ils se disent que ça y est, Marvel prenne enfin de l'avance. Du coup, non, on peut pas les laisser faire comme ça. Du coup, ils sortiront en 2004 Catwoman, quoi. Bon, vu qu'on va pas parler de ce film-là très longtemps, laissez-moi un petit peu vous montrer la tronche du réalisateur et ceux des scénaristes. Et l'actrice, comment est-ce qu'elle est montrée dans le film? Est-ce que j'ai besoin de préciser un peu plus que ça? Ce film se fera tellement mal noter que encore aujourd'hui il est considéré comme le pire film de super-héros de tous les temps, alors que comme on va le voir au long de cette vidéo, je pense que l'on peut débattre de cela. Parce que j'ai pas vu Catwoman, mais je pense qu'on peut déjà commencer à ouvrir le débat. Sauf que, à leur côté, Warner, ils ont Christopher Nolan. Et Christopher Nolan, qu'ils ont décidé de
de mettre à la charge de s'occuper de ressusciter à tout prix Batman. Ce qui se passera lorsqu'ils feront Batman Begins, qui, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, mais une bonne renaissance de leur part, ça fait plaisir. N'hésitez pas à voir ma vidéo qui parle de ce film d'ailleurs, je parle même du reste de la trilogie The Dark Knight en vidéo. Et comme Bryan Singer a toqué à leur porte pour pouvoir faire un film, les gars ils se sont dit, putain on a le réalisateur d'X-Men, c'est parfait, faut en profiter. Et ils en ont parfaitement profité avec Superman Returns, qui... Bon, officiellement, je l'ai pas revu depuis quelques temps, mais je me souviens avoir détesté au premier visionnage. Mais bon, quand j'apprends que c'est le réalisateur d'Usual Suspect et de X-Men qui s'est occupé de ce film, peut-être que je devrais réévaluer ce film à la haute. J'ai l'impression que j'ai vu aucun film de son appareil. Et entre temps, t'as Zack Snyder qui lui aussi intervient dans toute cette histoire, après avoir réalisé son film 300 qui encore aujourd'hui est considéré comme un chef-d'œuvre dont moi. 2 ans plus tard, en 2009, il récidivise avec le film Watchmen, Les Gardiens, qui encore aujourd'hui est inégalable dans son domaine. Croyez-moi, même encore aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de film serait capable de l'égaler. Bref, là, la concurrence Warner, DC et Marvel, du coup, commence enfin à prendre un peu plus d'ampleur. Beaucoup de films de super-héros commencent à apparaître, et c'est une sorte d'âge d'argent qui se prépare, surtout avec la décennie suivante, mais bon ça... on y vient, tout simplement. Mais déjà, pour faire le constat des années 2000, Marvel et DC nous ont livré des chefs-d'œuvresques trilogies de Spider-Man et non, pas X-Men d'affrontement final, ça on oublie, surtout Wolverine Origins, ça a encore un peu plus creusé leur tombe, enfin, futur tombe, bien sûr. The Dark Knight est aujourd'hui considéré encore comme le meilleur film de super-héros de tous les temps, et... Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Ah merde. Ah... Salut Nick Fury, c'est pourquoi? En 2008, lorsque Iron Man est sorti et que la scène post-générique a fait révéler à tout le monde que Avengers sera enfin développé au cinéma et nulle part d'autre ailleurs, ah là, c'est les sueurs froides qui commencent à tomber chez DC Comics. Parce que créer un univers cinématographique, ça n'a jamais été fait et c'est un coup de poker énorme qu'a posé Marvel à ce moment-là. Et à ce moment-là, ouais, DC frissonne, il commence à flipper un petit peu. Du coup, il commence déjà à se bouger le cul pour créer leur propre univers cinématographique et commenceront avec Green Lantern, qui, au même titre que Catwoman, est considéré comme l'un des pires films de super-héros de tous les temps, au point que même Ryan Reynolds en fera un tacle dans Deadpool 2. Ajoute à ça que Nolan a voulu en faire qu'à sa tête et à tout prix terminer sa trilogie Dark Knight, qui mettait en scène le Batman que l'on connaît tous, et qui, bien évidemment, non seulement clôt cette aventure, et surtout n'ouvre aucun univers cinématographique derrière. Donc ouais, le début des années 2010 commence déjà petit à petit à piquer pour eux. Sauf que... justement, c'est à ce moment-là que les choses vont enfin commencer à se corser et surtout à changer. À ce moment-là, Warner est un petit peu dans une position très délicate. Là, à ce moment-là, ils ne savent plus du tout ce qu'il faut faire, ils ne savent même plus quoi faire. Donc du coup, là, ils décident d'engager Zack Snyder et de faire écrire le scénario par David S. Goyer. Pour ceux qui ne savent pas qui sont ces deux-là, d'un côté, nous avons Zack Snyder. Bon, je vous l'ai déjà présenté avec 300 et Watchmen, mais sachez qu'entre-temps, ce dernier n'a pas du tout chômé puisqu'il s'est non seulement occupé de Sucker Punch et du Royaume de Gaol, qui déjà a été un minimum meilleur, soyons honnêtes. Et David S. Goyer, lui, s'est occupé de la trilogie Blade, ainsi que celle de The Dark Knight. Donc avec tout ça, on peut se dire, ça peut tenir la route, venant du réalisateur de Watchmen, et surtout de scénaristes de 2 trilogies déjà, bon, on va dire contestables, que ce soit l'un ou l'autre, bien sûr, mais... déjà, là, on peut s'attendre à avoir, ouais, allez, peut-être un petit peu d'espoir, peut-être, bien sûr, mais bon, venant de ces deux-là, ouais, faut pas s'attendre à grand-chose. Côté casting, c'est Henry Cavill et Amy Adams qui, interprètent le rôle respectif de Superman et Lois Lane, chacun de leur côté. Et de l'autre, nous avons aussi Michael Shannon, évidemment, qui jouera l'antagoniste principal, à savoir le général Zod. Ah, et aussi, pour la petite anecdote, nous avons Russell Crowe, qui joue le père de Clark Kent, qui joue Kal-El, justement. Et... bon les gars, je sais que ce que je vais dire, ça va vous choquer un petit peu, mais Russell Crowe, qui était le personnage principal de Gladiator, et qui a encore travaillé avec Ridley Scott dans American Gangster, c'est pas un acteur de ouf non plus. On en parlera lorsque sortira le Gladiator de Ridley Scott, enfin Gladiator 2, cet automne normalement, s'il soit pas décalé à ce moment-là, mais vraiment... voilà, dites-vous que Russell Crowe, c'est clairement pas un acteur de fou, et on va le voir rien que dans ce film. Ah, par contre, les gars, bonne nouvelle, Christopher Nolan est à la production du film. C'est réalisateur de The Dark Knight, je rappelle, la trilogie, et aussi de Memento, enfin non, c'est réalisateur de Memento aussi, ouais, et... de Memento, et... oh, du Prestige aussi, oui, on peut le compter, oui. Pour DC Comics, c'est simple, le but, c'est de faire, une sorte d'origin story un petit peu à la Batman Begins, revenir aux sources de Superman pour raconter une toute nouvelle origin story de leur part, et...
Bah déjà ça peut refroidir plus tard parce qu'on sait que Superman c'est pas quelqu'un de sombre, c'est plus quelqu'un qui est censé apporter de la couleur et tout. Mais c'est aussi intéressant de voir ce que veulent apporter eux dans leur propre univers cinématographique. Et bien sûr musicalement parlant on a quand même aussi Hans Zimmer. Hans Zimmer que l'on ne présente même plus, je sais même pas si j'ai besoin de vous le présenter. Mais Zack Snyder prend le film en main avec un budget de 225 millions de dollars, ce qui... Ouais, bah pour cette époque-là, ça paraît plutôt cher. C'est même vraiment à partir de cette période-là où les gros blockbusters, surtout d'été, vont commencer à un peu plus gratter ce prix chaque année. Et là, c'est bon, ça part en production. Le film est terminé et il sortira donc le 13 juin 2013. Ça fait maintenant 11 ans, je viens de m'en rendre compte, je commence à me faire vieux, ça fait ouf. Hein. Dites-vous qu'à cette époque-là, j'avais 9 ans hein, quand c'est arrivé. Dans mon appréciation sur The Batman, je vous avais dit que Man of Steel était le dernier meilleur film de super-héros de ces dernières années. Et honnêtement, si je vous dis pourquoi, bah c'est très simple. Déjà, bah, l'origin story est complètement assumée, c'est complètement assumé de partir sur un ton sombre. Mais voilà, ça l'assume complètement. Surtout qu'en plus de ça, bah, si on fait pousser le contraste encore plus loin, bah, c'est le but que l'univers tout autour soit sombre. Parce que Superman, bah, c'est censé être le personnage porteur d'espoir au milieu de tout ça. Porteur d'espoir dans un monde obscur et sombre qui s'obscurcit, surtout dans un monde où le 11 septembre 2001 est arrivé. L'histoire principale nous parle de Krypton qui est en train de se détruire elle-même et Zod est exilé au milieu de tout ça pour avoir tenté de se rebeller contre ces derniers alors que l'apocalypse est en train d'arriver, ce qui fait non seulement de Zod les derniers survivants de Krypton, mais entre-temps, Kal-El a décidé d'envoyer son fils aux confins de la galaxie jusqu'à sur Terre où il rencontrera une famille adoptive qui décideront de l'adopter avec gentillesse pour l'élever comme un enfant normal qui, au fil du récit, on le verra, est tout sauf normal. Du coup, cet enfant se devra d'explorer ses origines pour comprendre qui il est et d'où il vient. Et lorsqu'il finira par les découvrir, ce sera pile au moment où Zod apparaîtra sur Terre pour pouvoir l'envahir et la kryptoniser pour en faire sa planète Krypton. Le synopsis a l'air simple, dit comme ça, mais est tellement efficace. Le film s'embarrasse de thèmes tout simplement incroyables. Vraiment, c'est un film complet, efficace. Il parle de se faire oppresser au beau milieu d'une société et c'est d'ailleurs pour ça que Superman a été créé. C'était censé critiquer plus ou moins le patriarcat de la société états-unienne, du fait que une personne est considérée comme différente et donc doit se faire discriminer par rapport à ces différences. Et Superman est justement là pour apporter une sorte de renouveau et de fraîcheur et surtout de lumière vis-à-vis de ce monde un petit peu chaotique. Et c'est pour ça que Superman a eu énormément de succès, parce que beaucoup de gens pouvaient s'identifier à ce genre de personnes et se dire qu'il pouvait apporter un petit peu de lumière dans un monde aussi sombre. C'est pour ça d'ailleurs que Snyder a rajouté cette esthétique sombre, tout simplement pour coller à la couleur rouge flamboyante de Superman qui vient apporter de la lumière et de la chaleur dans un monde froid et dur qui est rempli de gris et un petit peu de vert. Et c'est pour ça que absolument tout est sombre sauf sa cape rouge magnifique, tout simplement. C'est pour la simple et bonne raison que il est là pour apporter de la couleur au travers du monde et un petit peu d'espoir. Je peux comprendre que les gens sont obligés de critiquer l'écran et la technicité de Zack Snyder, mais voilà, le côté sombre, ça fait en joie et ça apporte de l'esthétique et c'est pas mal. Par contre, juste pourquoi est-ce que vous avez retiré les ralentis, s'il vous plaît? Les ralentis... Non, je vous jure les gars, j'ai fouillé dans ce film, il n'y a aucun ralenti de pris en compte. Que putain les gars, mais c'est ce qui fait la base de Zack Snyder. Sans ralenti, Snyder, il a pas de signature, il a pas d'identité. Surtout si en plus de ça, on doit se concentrer sur des zooms comme ça et tout, c'est... Non, désolé les gars, moi je suis pas client de ça, c'est mort. En plus ce genre de truc, ça fait vraiment mal à la tête et je trouve que ça vient renier à la réalisation de Zack Snyder, surtout si la caméra est au taquet tremblante et tout. Ah non, je vous jure, c'est le genre de film qui donne souvent la migraine et ça le rend plus désagréable qu'autre chose, les gars, désolé. Même Jonathan Kane vient apporter une sorte de pierre à tout cet édifice, montrant que, montrer ses pouvoirs aux autres, ce sera pas la chose la plus nécessaire, parce qu'on a affaire à des parents dévoués qui veulent à tout prix le protéger, sauf que... Ouais, dans le fond, ils ont un petit peu raison. Et puis surtout, ça vient aussi remettre en question les choix de Clark, surtout les choix d'avoir à sauver, des gens d'une noyade de bus. Il y a plein de scènes comme ça qui sont intéressantes autour de l'univers du Superman. Et, ça joue énormément. Man of Steel est un film vraiment fascinant. Ajoute à ça certaines prestations d'acteurs, notamment Henry Cavill qui se démarque et qui devient enfin la star que l'on connaît encore aujourd'hui. Même si Amy Adams aurait peut-être pu faire un peu de son mieux quand même, ça aurait été bien. Le tout avec l'arrivée de Zod et tout, et franchement, non. En fait, je pourrais passer des heures à analyser ce film tellement il y a des trucs qui sont très beaux à voir. Les discussions avec Clark et Russell Crowe, d'ailleurs Russell Crowe qui...
Ouais, non, franchement, ouais, non, c'est pas ouf non plus. Russell Crowe, je trouve qu'il a du talent pour avoir du charisme. C'est vrai, il a de la gueule, il a de la prestance et tout. Et si tu rajoutes à ça son doubleur français qui est exceptionnel, ouais, ça joue énormément. Mais le reste, il se démarque pas du tout. Vraiment, c'est genre le gars, il se contente de faire sa gueule charismatique. Et c'est tout. Voilà, hein, il se permet pas grand chose. Et je sais que c'est une IA dans ce film-là, mais je sais pas, il pourrait avoir un petit peu d'empathie dans ce film-là, surtout dans Gladiator, mais on en parlera une autre fois. Mais bon, il permet au moins de faire un sort de passer le flambeau à Henry Cavill, qui le reprendra avec brio et surtout avec fierté, montrant que la nouvelle génération, elle aussi, a ses acteurs de talent. Le personnage de Zod est quant à lui très intimidant, très charismatique et surtout plutôt dictateur sur les bords, et c'est le Zod que je voulais voir dans Superman 2. Je dis pas, il était pas mal, mais je préfère largement cette version-là de Zod que la version Richard Donner, avec tout le respect que j'ai pour lui, bien évidemment. Et surtout, si vous vous posez la question de savoir pourquoi, est-ce que Zod a-t-il détruit toute la ville de Metropolis, hein, parce que je rappelle que c'est Zod qui a détruit la ville, ce n'est pas Superman, contrairement à ce que certaines critiques débiles décident de mettre sur la table. Hein. Et pourquoi d'ailleurs Zod se fait tuer par Superman? Parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer le fait que Superman ne doit pas tuer, qu'il n'a pas le droit de tuer, qu'il c'est interdit pour lui de tuer. Pour la simple et bonne raison que Zack Snyder a dit lui-même que l'on ne peut pas avoir un super-héros excitant sans avoir de conséquences. Enfin non, c'est pas ça la bonne phrase, mais la phrase c'est: tu ne peux pas avoir un film où un super-héros gagne sans qu'il n'y ait de conséquences. Et ça, ouais, j'avoue, ça, c'est une des raisons pour laquelle je préfère DC à Marvel. Tout simplement parce que tu regardes à Marvel, tu vois ça, tu te dis: ouais, bon, ok, le super-héros l'a gagné, tout ça, c'est sympa. Ok, super, on peut rentrer chez soi et on attend que le prochain Marvel sorte après qu'il ait été teasé dans la scène post-générique. Et Man of Steel, sachez que ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est une fin qui nous montre que chaque action a ses propres conséquences. Si Zod détruit une ville tout entière, on en voudra forcément à Superman qui n'a pas agi suffisamment à temps pour pouvoir sauver la ville. Et si Superman tue Zod, ouais, forcément ça aura un assez d'impact sur son moral. Même si malheureusement, en fait, non, pas du tout. Il n'y a aucun impact sur son moral finalement. Enfin si, à la fin du film, il s'en voudra, mais quand on le verra à la suite de l'univers cinématographique, ouais qu'il tue ou pas Zod, au final, ça change strictement rien en fait. Peut-être que ça aurait eu quelque chose de différent par la suite, mais on le saura finalement jamais comme on le verra par la suite. Mais cette mort de Zod, comme on le verra par la suite, aura droit à ses conséquences. Des conséquences que bien sûr on va voir. Mais en attendant, il faut un petit peu relater les faits. Quand Man of Steel sort, que se passe-t-il? Eh bien, la critique est assez positive, disons-le, hein, et même très réceptive par rapport au film. Mais bon, comme je vous ai dit à l'instant, certaines personnes critiquent certains événements du film, ce qui fait qu'il ne rentre pas dans l'estime et le cœur de beaucoup de personnes. Il y en a qui vont dire que Superman c'est quelqu'un de lumineux et qui doit à tout prix être lumineux, donc que son film doit être fun et coloré. D'autres vont dire que Superman n'a pas le droit de tuer, ou alors d'autres vont dire qu'il a détruit la ville, tout ça, enfin bref. Voilà, plein de trucs à chipoter à droite à gauche, tout ça. Mais ça n'empêche pas le film d'être très bien reçu et d'avoir une certaine notoriété. Au point qu'aux États-Unis, au box-office mondial, il engendrera près de 291 millions de dollars, ce qui est vraiment pas mal, hein, surtout pour un film comme celui-là. 2 millions d'entrées, 2 millions d'entrées sera consacrées au film en France. Et au total, dans le reste du monde, ce sera un total de plus de 668 millions de dollars à l'international. Ce qui est excellent, surtout au vu des résultats que l'on a de nos jours. Mais vraiment, faut pas s'attendre à quelque chose de fou. Parce que la Warner voulait bien plus. Parce que je rappelle que Marvel, avec Avengers, ils sont arrivés avec 1 milliard de dollars au box-office mondial. Et même s'ils avaient le temps pour pouvoir les rattraper un petit peu, d'ici, eux, ils veulent que le succès soit fait au plus vite. Et comme on va le voir par la suite, ça va énormément nuire contre eux. Qui dit Superman, vous vous en doutez, dit forcément Batman. Il fallait donc un film Batman. Du coup, le deuxième film de l'univers cinématographique d'ici qui vient mettre en place ce futur crossover de Justice League est Batman vs Superman. Alors attendez, récapitulons 2 secondes. Ah d'accord, c'est ce genre de film. Donc en gros, c'est une suite à Man of Steel, un crossover entre Batman et Superman suivi de Doomsday qui est là que pour la mort de Superman. Le tout en utilisant de la Justice League dans un film de... Alors attendez, j'ai pas la durée devant mes yeux... 183 minutes dans sa version longue avec 152 minutes. Ça fait combien on est là déjà là? Et aussi dans la production, on a aussi 2 nouveaux concurrents. On a déjà Chris Terrio qui s'est occupé du Argo de Ben Affleck qui était déjà très... Non en fait que j'ai pas vu mais ça se trouve il est peut-être très bien. Et il s'est même occupé du scénario de Star Wars 9. En plus de faire une apparition dedans.
Et on a un gars qui s'appelle Junkie XL qui vient s'occuper de la bande son du film aux côtés de Hans Zimmer. Et je vous jure que c'est vraiment un pseudonyme qui existe. C'est même un gars qui a été beatmaker pour un groupe néerlandais, je sais plus quoi, pour de la musique électronique ou... Ouais, en gros, voilà, c'est un gars, il travaille dans la musique globalement. Et forcément, pour faire venir Batman, parce que il est dans le titre quand même, il faut un nouvel acteur. On peut penser à Christian Bale, mais dans le canon de The Dark Knight Rises, elle est morte, donc du coup, on peut pas le faire revenir comme ça. C'est pour ça il a été compté de ramener Ben Affleck dans le costume du Batman. Et lorsque son annonce a été faite, c'est pile à ce moment-là où les premiers problèmes ont commencé. Déjà, il a commencé à se faire insulter partout parce que soi-disant, le gars sera jamais meilleur que Christian Bale et que Christian Bale est le meilleur Batman de tous les temps. Il y a des vieux qui diront que Michael Keaton sera un meilleur Batman et qu'il sera jamais égalé. Donc je pense qu'eux aussi ils peuvent être rangés dans cette catégorie. Il sera aussi critiqué parce qu'il a joué dans le Pearl Harbor de Michael Bay, qui lui sera plutôt critiqué, faut l'avouer aussi. En même temps, le film n'est pas aussi ouf que ça. Bref, à partir de cette annonce, là les esprits s'enflamment. Ils étaient plutôt calmes et chipoteurs dans Man of Steel, mais là vraiment à partir de l'annonce de Ben Affleck en Batman, je vous jure, là les réseaux sociaux et DC Comics, c'est la guerre. Je dirais même qu'on est quasiment à l'époque des gilets jaunes. J'abuse à peine avec cette comparaison là. En gros, ce dernier s'en prendra plein la gueule à coups d'insultes, de menaces de mort, d'injures et ouais, en gros tous les synonymes qui vont avec. Idem aussi pour Jason Eisenberg qui jouera Lex Luthor dans cette version là, parce que dans ce film là il n'y a pas de Joker, du moins pour l'instant, vous inquiétez pas, on va parler de lui. Histoire d'encore plus en rajouter, sachez que Gal Gadot joue Wonder Woman, mais bon, comme elle n'était pas connue à cette époque là, on pouvait pas dire grand chose d'elle et se dire qu'elle jouait Wonder Woman, tout le monde se disait pourquoi pas, parce que ouais, dans son CV, à part les Fast and Furious et Triple 9, je connais pas, mais voilà, à part ça, elle a pas joué dans un grand film non plus, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, elle pouvait pas non plus autant se démarquer que ça, donc se dire qu'elle jouerait Wonder Woman, ouais, pourquoi pas, hein, si tu veux. Bref, l'annonce de ce film-là commence déjà à piquer un petit peu, alors que le film n'était même pas encore sorti, puisqu'il sortira 2016, vous vous foutez de ma gueule ou quoi d'ici? Vous avez foutu quoi entre 2013 et 2016, genre, il s'est passé quoi entre 2013 et 2016? Qu'est-ce que vous avez foutu? Qu'est-ce que vous avez foutu? Putain. Genre vous êtes en train de fonder un univers cinématographique. Et surtout à ce moment-là, Marvel commence à encore plus brasser son public, vu qu'ils ont déjà leur propre Avengers et qu'ils sont déjà en train de nager tout au-dessus de l'industrie cinématographique. Qu'est-ce que vous avez foutu d'ici? Bon, sinon à part ça, c'est quoi le synopsis du film dans toute cette histoire? Dans cette histoire, on suit cette fois-ci les aventures de Batman, Bruce Wayne, qui s'est retrouvé confronté à la super machine de Zod, mais qui malheureusement n'a rien pu faire à part se contenter de sauver 2-3 civils de Metropolis. Déjà, qu'est-ce que Bruce fout à Metropolis? Ah d'accord, il avait une de ses entreprises, d'accord, ok, je comprends. Sauf que comme la ville se fait détruire et que tout se fait détruire autour de lui, forcément, ce dernier... il a la haine un peu contre Superman et Lex Luthor qui voit un petit peu tout ça et qui se rend compte que Batman a une plutôt grosse haine envers Superman. Ce dernier décide de vouloir les confronter entre les deux, et c'est à ce moment là que tout va un petit peu partir en couille avec Wonder Woman derrière qui se cache un petit peu dans la pénombre pour voir si ces deux là vont s'affronter à un moment donné. Par contre à la réal, vous n'avez toujours rien à craindre, Zack Snyder est toujours au poste, sur ça il n'y a aucun soutien à se faire là-dessus, mais voilà, globalement c'est pas vraiment la joie, c'est pas par exemple à moi un synopsis qui m'enchante, si ce n'est peut-être le début qui pour moi était un petit peu un début à la Watchmen, c'est-à-dire un début sombre et qui nous présente vraiment bien l'histoire, surtout avec le style de Zack Snyder qui y est. Surtout c'est la musique de Hans Zimmer et Junkie XL. Junkie XL, putain c'est fadard d'avoir un nom comme ça dans le générique. En fait ce film c'est pas vraiment un film d'action. C'est un film de développement, tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qu'il y a de plus normal. Les gars, ce film a un énorme problème. Il n'arrive pas à raconter réellement quelque chose. Il se contente seulement de teaser la suite de tout ça parce que Warner et DC l'ont exigé, parce qu'ils veulent à tout prix avoir leur Justice League à tout prix pour pouvoir concurrencer Marvel avec leur Avengers. Les gars, ils se rendent compte qu'ils sont en retard, mais ils n'arrivent pas à combler ce retard. Preuve en est, le film est sorti en 2016. Les gars n'ont rien prévu à côté. Après, je dis pas, il y a des trucs intéressants. Par exemple, le fait que Superman est une sorte de divinité, une sorte de dieu qui s'oppose à la création de Dieu et qui viendra un jour provoquer le jugement dernier au milieu de tout ça. Mais l'homme, à savoir représenté par Batman, qui veut à tout prix le stopper dans tout ça. Et... ouais, il y a des connotations religieuses qui sont très intéressantes dans ce film. Mais le gros problème, c'est que ce film-là,
s'attarde trop sur des détails dont presque tout le monde se fout complètement. À la base, les gens, s'ils ont vu Batman et Superman dans l'affiche, c'est parce que c'était écrit Batman versus Superman et que eux devaient... Ouais, bah, ils devaient à tout prix s'affronter parce que c'était comme ça, quoi. Enfin, voilà, c'est con, quoi, comme scénario, c'est con. Les personnages principaux, malgré le fait qu'ils ont je sais pas combien de temps de développement, n'ont aucun attachement. Je n'arrive absolument pas à m'attacher à qui que ce soit, surtout Superman, parce qu'on le connaît quand même depuis le film précédent. Et ça me fait un peu chier. Ben Affleck est vraiment excellent. Il crève l'écran dans le rôle de Batman, et ça... Bah ça, je vous avoue que ça fait plaisir. Et il arrive à mettre en tort toutes les critiques qui disaient qu'il serait jamais meilleur que Christian Bale et tout ça. Et ça fait plaisir qu'aujourd'hui, il est un peu plus revu à la hausse. Et ça fait plaisir. Parce qu'il arrive à incarner ce côté sombre et tout ça. Mais le gros problème, c'est que, bah, en fait, tout le problème vient en fait de l'écriture dans toute cette histoire. Je ne sais pas si c'est à cause de Chris Terrio ou quoi que ce soit. Parce que David S. Goyer, bah, on le sait, il a fait un bon taf dans le film précédent ainsi que dans les autres trilogies. Ça va dépendre de quel film, bien évidemment. Mais... voilà, David S. Goyer, c'est un gars qui a pas mal de talent, il s'en sort très bien. Donc pour moi, je crois que le gros problème, ça vient de Chris Terrio et de personne d'autre. Superman a accusé de nombreuses destructions publiques quand même, ce qui est tout à fait normal. Bah, un petit peu accusé d'être une future menace au travers du monde, ce qui fait que, bah oui, ça remet bien en question tout ça. Mais au final, bah, c'est pas assez mis en développement et j'arrive pas à m'attacher au personnage de Superman et ça me fait chier. Même Lois Lane manque d'écriture, c'est trop les gars, c'est trop. Lois Lane c'est censé être quand même la meuf de Superman, donc pourquoi est-ce que cette dernière n'est pas attachante? Je n'arrive pas à m'attacher à qui que ce soit dans ce film, personne n'est attachant. Et même sa mort, franchement, personne n'y croit. Déjà parce que, bah, on ne s'est pas assez suffisamment attaché à lui. Et comme tout le monde sait qu'un Justice League arrive pour rassembler tous les super-héros connus de DC Comics, bah, on sait très bien qu'il va revenir. Donc pourquoi est-ce que tu mets là une scène qui, dans les comics, se passe après le rassemblement du Justice League? Parce que s'il y a bien une seule personne accusée dans toute cette histoire, bah, c'est les responsables de Warner et DC. Ces gars, ils ont voulu faire un projet qui était impossible. C'était impossible de faire fonctionner ce film comme il faut. Wonder Woman, je sais pas ce qu'elle fout là, mais bon, au moins on a plutôt une sympatoche prestation de la part de Gal Gadot, ce qui est plutôt sympa. Surtout que pour ce que le film a proposé, franchement, bah, tu peux dire que c'est frustrant. Surtout que le film a coûté, je rappelle, 250 millions de dollars. Je sais pas du tout ce que l'on peut faire avec 250 millions de dollars à part ce genre de film, les gars. Après, tout n'est pas à jeter non plus. La musique de Hans Zimmer est toujours aussi extraordinaire. Il arrive vraiment à se renouveler. Vraiment, c'est un truc de fou. Surtout lorsqu'il est accompagné de John XL. Mais bon, s'il vous plaît, virez-moi ce gars, j'en peux plus. En fait, si je devais résumer Batman vs Superman, bah ce serait une sorte de bordel filmique qui essaie de mettre de l'ordre de tout ça, mais il n'y arrive tout simplement pas et a voulu trop présenter d'un seul coup en un seul film. Surtout qu'en plus, tu dois te contenter dans toute cette histoire d'un caméo de Flash, d'Aquaman et de Cyborg, deux super-héros de DC Comics qui doivent être présents pour l'événement Justice League. Et ouais, bah c'est le chaos, tu m'étonnes après que ce soit le chaos. C'est même à partir de ce moment-là que ça commence à chauffer pour DC et que ça commence à petit baisser en qualité. Mais le pire, c'est que Warner et DC s'en rendent pas compte. Tout ça parce que bah les gars, ils ont voulu concurrencer Avengers au plus vite. Et ce n'est pas en sortant quelques mois plus tard une version longue que cela va forcément arranger les choses. Après le style de Snyder, je dois avouer qu'il est revenu et ça fait plaisir. Il y a toujours cette esthétique sombre qui est restée. La caméra ne tremble plus et le film reste quand même plus agréable à regarder, même si bon, il y a encore certaines scènes qui sont encore un peu trop tremblantes et je pense qu'il faudrait commencer à s'arrêter maintenant, s'il vous plaît. Et surtout, ouais, la scène d'enterrement de Superman, elle était juste spectaculaire. C'est ce que j'aime voir dans un film de Zack Snyder. Parce que c'est vrai que Snyder, en ce qui concerne les scènes d'enterrement, franchement, il est fort. Il est super fort. Je sais pas comment il fait pour nous cadrer ça, pour nous filmer ça d'une tragédicité étonnante et je suis bluffé. Franchement les gars, je suis bluffé. Pour ça, quand le film est sorti, ouais bah il s'est fait défoncer pour diverses raisons. Pour des raisons notables, certes, mais encore une fois, il y a encore des gens qui chipotent sur le fait que ah gna mais Batman lui il a pas le droit de tuer, ah mais gna mais pourquoi est-ce que lui il appelle Martha, tout ça, gna machin. Parce que pour ceux qui veulent savoir, pourquoi est-ce que Batman réagit à Superman lorsqu'il dit Martha? Bon déjà, récapitulons la situation. Batman est sur le point de tuer Superman, ok. Mais lorsque Superman dit qu'il pourra pas sauver Martha, ouais bah ça a commencé à faire un électron libre dans le cerveau de Batman. Lorsqu'il a appris que sa mère elle aussi s'était faite capturer et qu'elle risquait donc de connaître le même sort que sa mère qui a exactement le même nom, bah il commence à se dire que non seulement bah, il allait apprendre que ce dernier allait non seulement mourir en même temps que perdre sa mère, mais il allait en plus de ça se dire que ça allait être à cause de lui.
Et ouais, franchement, bah, ça paraît tout à fait logique. Ce gars a déjà perdu sa famille, et se dire qu'il allait être responsable de la mort d'une autre famille que lui, qui en plus de ça porte exactement le même prénom que sa mère, ouais, bah, ça commence un petit peu à le faire... Parce qu'il faut bien comprendre une chose, si Batman a perdu ses parents, et que c'est grâce à la mort de ses parents qu'il est devenu Batman, bah, c'est pour la simple et bonne raison que il ne veut qu'absolument personne ne connaisse exactement le même sort que ses parents, qu'aucun enfant ne mérite de vivre sans parents. En bref, tout ce que voulait ce dernier, c'est apporter de la paix et de la joie de vivre au travers des gens, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est héros la nuit, pour éviter que ce genre de tragédie se reproduise une nouvelle fois. Et c'est pour ça que, en entendant le nom de Martha de la bouche de Superman, il s'est enfin rendu compte qu'en fait Superman, au final, c'est juste un héros comme les autres. Sur papier, quand on voit cette scène, c'est complètement stupide, mais c'est vrai qu'avec ce que je viens de vous dire, ouais, maintenant essayez de vous revoir exactement cette même scène pour essayer un petit peu de visualiser la chose. Et bref, avec tout ça, on aurait pu se dire que, bah, après c'est pas grave, peut-être le film aura été bien reçu, mais malheureusement non, la critique a été ultra négatif et le film s'est fait littéralement défoncer. Tout le monde a craché dessus, tout le monde a dit que c'était de la merde. Même certains ont commencé à dire que c'était le pire film de super-héros de tous les temps, alors que certains disaient que c'était le meilleur film de super-héros de tous les temps. Enfin bref, avec tout ça, on peut quasiment se dire que ce film est correct, mais sans plus quoi. Au final, bah, au box-office états-unien, il ne rapportera que 300 millions de dollars, ce qui est déjà au-dessus de Man of Steel, mais bon, ça aurait pu être mieux. En France, il comptabilisera quand même près de 2 millions d'entrées, oui, mais ça reste quand même à quelques milliers de moins que ce qu'avait fait Man of Steel malheureusement. Par contre au box-office mondial, il rapportera quand même 800 millions de dollars au box-office mondial. Et avec tout ça, tu peux te dire, bon, ça va, elle a été un plutôt beau succès. Sauf que malgré tout ça, il y a un petit problème. Il y a eu Civil War à côté, et je vous rappelle que Marvel et DC sont en constante concurrence, et voir la sortie de Civil War et de Batman vs Superman plus ou moins à la même période, ça va varier, bah ouais, ça fait un peu le seum de la part de DC, parce que Civil War à côté, et bah lui il a engendré 9 milliards de dollars au box-office mondial, il l'a largement dépassé. Et pourquoi est-ce que Civil War est meilleur que Batman vs Superman? Bah pour la simple et bonne raison que ce film ne s'embarrasse pas de plusieurs intrigues politiques secondaires nul à chier, a un propos intéressant à aborder comme l'avait Batman vs Superman mais l'exécute en mieux, a un meilleur conflit gérable et plutôt bien maîtrisé, surtout de la part de Joe et Anthony Russo qui réalisent ce film, et surtout bah ouais, en fait, ce film Civil War est meilleur que Batman vs Superman sur pratiquement tous les points. Sauf sur la réalisation de Zack Snyder qui lui reste quand même encore au-dessus, les gars. En bref, sur absolument tous les points, bah ouais, Batman vs Superman s'est fait battre son propre jeu. Même s'il a été plutôt rentable pour Warner et DC, bah, malgré tout ça, bah, le but de DC c'est de faire concurrence à l'univers Marvel. Ce qu'ils n'ont malheureusement pas réussi à faire, et ce qui mettra DC Comics dans une seconde zone pendant que Marvel brassera. Mais ce sera pas pour autant la fin de l'univers cinématographique DC, parce que DC n'ont pas dit leur dernier mot et ont sorti un autre film cette même année. Suicide Squad, réalisé par David Ayer avec Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto et bien d'autres encore. Ce film là c'était censé être le film qui était censé un peu plus relever la pente et aussi oui, brasser un petit peu et encore une fois concurrencer tout simplement. Déjà Will Smith, je pense que j'ai même pas besoin de vous le présenter, on va juste s'attarder sur son réalisateur, à savoir David Ayer, qui a réalisé Sabotage avec Arnold Schwarzenegger et Sam Worthington en personne, j'étais même pas au courant de ça, et c'est même lui qui s'est occupé de Fury avec Brad Pitt en tête d'affiche. Quant à Jared Leto, c'est lui qui sera choisi pour jouer Joker. On y vient, vous inquiétez pas. Mais dites-vous quand même qu'avant, il a aussi joué dans Fight Club et... Ah bah, il y a aussi Panic Room de David Fincher, ce qui, on peut dire, c'est pas mal. Ouais. Et d'ailleurs, oui, il jouera plus tard dans Blade Runner 2049 aussi, ouais. C'est un film pas mal aussi. Et Margot Robbie, quant à elle, se fera connaître dans Le Loup de Wall Street et Tarzan sorti la même année. Putain. Eh mais c'est normal qu'on en a que des acteurs qui ont joué que dans des mauvais films. Enfin bref, après les événements de Batman vs Superman dans lequel Superman est mort, une jeune femme nommée Amanda Waller monte une équipe de bras cassés composée de criminels, notamment Deadshot qui est un excellent tireur d'élite, aux côtés de Harley Quinn, femme de Joker, et de plein d'autres personnes qui décident de se battre contre une entité maléfique qui menace le monde, parce que...
Alors, comment est-ce que je dois résumer ça correctement parce que je sens que je vais pas m'en sortir. Mais bon, pour résumer ça plus ou moins correctement, disons que Superman est mort. Du coup, plus grand moyen pour pouvoir affronter une menace. Du coup, bah Amanda Waller, pour pouvoir défendre le monde, décide de monter cette équipe de fracassés. Et dans toute cette histoire, il y a ce que l'on appelle l'Enchantress, une sorte de sorcière maléfique avec des super pouvoirs capable de détruire le monde. Pourquoi pas, genre on a déjà un tireur d'élite, la femme du Joker, un lanceur de boomerang et un homme crocodile dans toute cette histoire. Je ne vois pas qu'est-ce qu'une sorcière maléfique vienne foutre dans toute cette histoire. En plus, pour rendre l'histoire tout aussi conne, dites-vous que, bah, vu que cette sorcière n'a pas le cœur, enfin son propre cœur dans son propre corps, et que c'est Amanda Waller qui l'a et donc qu'elle peut le tuer à tout moment. Ok, Davy Jones, hein, si tu veux. Par contre, les gars, vous croyez si ce film a gagné un Oscar? Si, la 89e cérémonie des Oscars est revenue à ce film-là pour avoir eu les meilleurs maquillages de la cérémonie. Je ne sais pas comment le prendre, mais bon, après, pourquoi pas, hein. Musicalement parlant, on est accompagné de Stephen Price, mais qui n'a rien fait comme musique, hein, je rappelle, Giga. Ouais, non, y a pas du tout de musique de Stephen Price, il y a aucune musique qui m'a marqué dans ce film-là, sauf quand Will Smith tire une balle, bien sûr, et encore, mais sinon, le reste des musiques, ouais, bah, ce sont des artistes précédents que l'on cité, et sur ça, je pense que je vais laisser parler Reg et les Gorillas qui a parfaitement résumé le problème de la musique dans ce film. Et en plus de ça, ça me permet de montrer ce qu'il faisait avant, comme ça au moins ce sera sympa. Et puis surtout, il me connaît. Voilà, allez, cadeau, c'est pour toi Reg. Voilà, je te fais croquer. Suicide Squad, pour ses nombreux défauts, a un défaut que je déteste, son utilisation de la musique. Et je parle ici de chansons et non pas de musique instrumentale, classique ou sans parole. On se concentre sur la symbolique des titres et la poésie des chansons. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais chaque chanson est en rapport direct avec la scène en question. On a l'impression qu'ils ont choisi les musiques après avoir tourné les scènes du film. Préparez-vous car il y a un paquet d'exemples et on va les faire avec le timing du film pour que vous compreniez à quel point ces scènes sont proches l'une des autres. 16 minutes, il y a eu 9 chansons avec un rapport direct à un élément du film. Et ils ont pris la chanson la plus connue pour 10 éléments. Pensez sûrement qu'après 16 minutes et 9 chansons, ils vont faire une pause. Mais ça s'arrête jamais. Il faut comprendre un truc au sujet de la musique chantée au cinéma, et Suicide Squad est un très bon exemple des choses à pas faire. Il est assez primordial que votre chanson ait un rapport avec un thème, une ambiance, une scène ou même un personnage du film. Ça peut être métaphorique comme ça peut être complètement évident, mais il faut réussir à tisser un lien entre la musique et le film. Suicide Squad le fait sans arrêt et toujours avec l'une des chansons les plus connues pour 10 éléments. À chaque fois, ils utilisent une chanson que tout le monde connaît pour illustrer un élément du film de manière évidente, un thème, une ambiance ou un personnage. Il y a un moment où Black Skinhead, c'est plus qu'une caricature. C'est pas possible autrement. Si vous faites un lien entre votre musique et vos personnages, par exemple, vous n'avez pas le droit de le faire 18 fois, comme le fait Suicide Squad. Ça s'apprête juste à de la fainéantise et à un manque de créativité. Il faut mieux choisir une bonne chanson pour une bonne scène, plutôt que 18 mauvaises chansons, connues, que tout le monde a déjà écouté 20 fois, pour plein de mauvaises scènes. Bon, je vous avoue, quand j'étais jeune, la première fois que j'ai vu ce film, donc, je me suis dit que ce film était bon et qu'il était injustement critiqué. Maintenant que je l'ai vu avec un esprit critique beaucoup plus ouvert, je me rends compte maintenant pourquoi est-ce que ce film était autant décrié et autant insulté et surtout autant détesté parce que franchement il n'y a rien qui va. J'ai déjà déprouvé rien que dans mon synopsis et ça montrera juste aussi à quel point un scénario ça peut être hyper important et absolument crucial pour pouvoir faire un bon film et voire même le film le plus correct qui soit. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette équipe ultra déséquilibrée? T'as un tireur d'élite au Takewahe, une meuf qui se fait manipuler par... disons par le non pas par le Ben Laden, mais disons par le gros mafieux de Gotham quoi. T'as un lanceur de boomerang parce que c'est un lanceur de boomerang. T'as une meuf qui se sert d'un katana et qui s'appelle Katana et qui, histoire de lui rajouter un peu de l'or à son mari, enfermé dans un sabre qui enferme les âmes lorsqu'il le tranche. Avec une sorcière qui en plus est la méchante principale du film et qu'il faut à tout prix tuer parce que vous avez le cœur de cette madame et vous pouvez largement la tuer, donc je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que vous vous emmerdez dans un film de 1h20 à peine tout au plus. Deadshot a une fille à qui elle ne peut pas parler, sauf que cette fille lui a envoyé je sais pas combien de lettres et l'armée lui interdit de lire ses lettres parce que... Je sais pas, c'est interdit par la loi peut-être, enfin je sais pas. Le Joker qui s'incruste dans toute cette histoire parce qu'elle veut à tout prix sauver la soi-disant meuf de sa vie, on y reviendra plus tard. Je ne sais pas comment est-ce que ce dernier a fait pour prévoir un plan, mais on va résumer ça par le fait que Joker est intelligent. Deadshot a une attirance pour Harley Quinn parce qu'il faut bien rajouter un peu de romance dans ce monde de pipi caca, je sais pas quoi. Cette année,
était sorti X-Men Apocalypse. Dans ce film-là, il y a le personnage de je sais pas qui, joué par Sophie Turner, qui dit que dans tous les films de manière générale, c'est toujours le troisième qui est considéré comme le pire. Et comme Suicide Squad est le troisième film de l'univers d'ici, je pense qu'elle a prédit l'avenir de 2 mois d'avance. Ajoutez à ça aussi le ton ultra léger qui a du mal à se mélanger avec le ton ultra sombre et un peu dark qu'a voulu nous introduire le film. C'est simple, regardez cette première bande-annonce juste là. Was this cheerleading trials? Regardez ensuite la suivante. What you gonna do? You wanna see some? Yo, y'all wanna see some? Yes, I wanna see some. I was just trying to get you there. Et c'est en regardant les dates de sortie qu'on se rend compte d'une chose. La première bande-annonce est sortie avant la sortie de Batman vs Superman. Et la suivante, juste après la sortie de ce dernier. Et pourquoi, me direz-vous? Pour la simple et bonne raison qu'il y a aussi des gens qui se sont plaints de Batman vs Superman. Parce que les films n'étaient pas fun. Ils n'étaient pas comme Marvel. À être drôle, rigolo, un peu marrant, un peu second degré et tout. Comme du coup, il y a eu un changement de ton direct alors que le film était en pleine production et même pas terminé. Bah du coup, on a ce résultat là. Un film qui se veut dark, mais qui se veut un peu drôle en même temps. Mais qui se veut être un peu drôle en même temps, en étant tout en même temps sombre quand même. Ce qui fait qu'à la sortie le 3 août de la même année, le film non seulement ne marche pas et surtout se fait défoncer et surtout ne trouve absolument pas son public. Niveau acteur par contre, là c'est... Ouais non, je vous avoue, le casting 5 étoiles est plutôt bien choisi. Will Smith joue parfaitement bien, mais bon, venant de Will Smith ça me surprend absolument pas. Margot Robbie, je comprends pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi populaire pile à ce moment-là. Et Jared Leto, là par contre je me permets de faire une nuance, mais Jared Leto en Joker est sous-exploité. Je sais que certains diront que c'est le pire Joker qui ait jamais existé, mais croyez-moi que Jared Leto, franchement, il avait du potentiel. Hein. Ok, il correspond pas du tout à ce Joker sombre et un peu fou dans sa tête, tout ça, et un peu mégalomaniaque ou je sais pas quoi, comme vous voulez, mais il y avait un côté à exploiter, franchement. Ce côté un peu rock, punk, qui va avec son côté motard, diabolique et un peu dynamique, franchement, je trouve que ça en fait un charme. Ça fait pas le Joker que l'on connaît, mais c'est peut-être aussi d'avoir quelque chose d'un peu différent pour une fois. Et je trouve qu'ils sont pas allés assez à fond là-dedans. Pourquoi? Parce que le scénario pue. Et j'aimerais bien savoir c'est qui a écrit le scénario du film. Non, ça c'est le réalisateur du film. J'ai demandé le scénariste de Suicide Squad. Putain, mais vous faites exprès, c'est pas possible. Ah d'accord. Ah j'ai compris, c'est bon. C'est lui le scénariste du film. Ah ouais, je me disais aussi pourquoi je trouvais pas aussi le même que Sabotage et Fury. Et je me rends compte aussi qu'il a scénarisé le Fast and Furious. Premier du nom, je parle. Hein. Ah oui, évidemment, tu m'étonnes. Il y a rien qui va dans ce film de merde. Absolument rien ne va du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars, il s'est cru être plus malin que les autres en disant « Je vais écrire mon propre film que je vais réaliser en même temps ». C'est très intelligent, ça, évidemment. Après, attention, je chipote énormément parce que il y en a des réalisateurs, ils peuvent s'improviser scénaristes et nous pondre d'excellentes choses. James Gunn, vous le verrez d'ailleurs, est un excellent exemple de tout ça. Mais clairement, David Ayer n'en fait clairement pas partie. Parce qu'il y a des fois où quand t'es réalisateur, tu peux pas te permettre d'être aussi en même temps scénariste. Parce que c'est deux métiers qui sont complètement différents. C'est pas parce que t'es un bon réalisateur que ça veut dire que tu seras un bon scénariste. Peter Jackson, par exemple, quand il fait Le Seigneur des Anneaux, forcément qu'il devait être entouré de co-scénaristes. Pareil, quand il faisait King Kong, il se devait d'être entouré de co-scénaristes. Enfin bref, quand un réalisateur se doit de faire un bon film, forcément qu'il doit être entouré de co-scénaristes. Et ça dépend de quel réalisateur, forcément. Parce que si un réalisateur n'a pas la façon et l'art de raconter une histoire, il faut qu'un scénariste suive derrière. Sinon, Star Wars ne serait pas le film que l'on connaît aujourd'hui. Je me demande aussi pourquoi est-ce qu'à l'âge de 14 ans, je kiffais ce film. Pour la simple et bonne raison que, si j'avais cet âge-là, voilà, j'aurais répondu la même chose. J'aurais fait exactement la même chose à cet âge-là. Bon, aujourd'hui, je suis plus du tout capable quand même, mais bon. Après, le film rapportera quand même 700 millions de dollars au box-office. Mais bon, quand tu veux concurrencer Marvel, et surtout que ton concurrent précédent avait fait 100 millions de plus que toi, c'est extrêmement décevant. Bon du coup, bonjour à la poubelle sur cette squad, j'espère que tu ne nous manqueras pas du tout. Bon aussi, j'avoue, Jared Leto, tu pourrais nous le réexploiter un peu mieux pour les prochains films, s'il te plaît? Le quatrième film dont on va parler, c'est Wonder Woman. Et vu que les deux précédents se sont déjà fait défoncer la gueule, on pourrait se dire que Wonder Woman, ce sera exactement la même chose. Sachant que le film est réalisé
par Patty Jenkins, qui s'est occupée de Monster, sorti en 2003, hein, c'est pas pareil que le film de Gareth Edwards, mais à part ça, voilà, elle a fait absolument rien du tout. J'avais beau chercher les gars, j'ai rien trouvé d'autre que ce film-là de notable. À part ça, elle a fait quelques épisodes de quelques séries et 2-3 courts-métrages. Voilà, elle a presque limite un CV presque vierge, j'ai envie de dire. Celui qui scénarise le film, bah j'aurais aimé que ce soit David S. Goyer, mais c'est Alan Ellsberg, je sais pas si je prononce bien, mais bref. Et ce gars n'a absolument rien fait avant ce film. C'est littéralement le tout premier film qu'il scénarise. Là, vraiment, Warner, j'ai l'impression les gars, ils ont plus rien à perdre, ils ont voulu faire un coup de poker lunaire. Et vous voyez tout à l'heure, dans Batman vs Superman, je vous parlais déjà de Gal Gadot qui avait déjà, oui, un CV plutôt, disons-le, ma foi, assez... pas trop chargé non plus. Bah Chris Pine, bah c'est déjà, quand elle vu un petit peu mieux. Déjà, elle a joué dans le Star Trek de J.J. Abrams, dans lequel, ouais, il a plutôt bien crevé l'écran, et c'est déjà très bien. Aussi, il a joué dans 5 légendes, et à part ça, bah il a joué dans plein d'autres films, qui soient notables ou pas, et plus tard, il jouera même dans Outland King, Le Roi hors la loi, et il jouera aussi dans Un raccourci dans le temps, et voilà, hein, globalement... Voilà, avec cet acteur, il n'y a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, avec tout ça, avec tout ce qu'il y a, avec une réalisatrice qui n'a pas fait grand chose, un scénariste dont c'est le premier film, un compositeur musical qui se démarque à peine, et avec un casting qui brille à peine, comment c'est possible que le film soit bien? Je ne comprends pas du tout comment est-ce que ces gars-là ont fait pour faire un bon film alors que il y avait 10 000 et une raisons de se vautrer, 10 000 et une raisons de se dire que ce film allait peut-être être de la grosse merde. Bon, pour vous situer un petit peu, le film se passe 100 ans avant les événements de Batman vs Superman et Man of Steel, dans lequel on va suivre Diana, une jeune Amazon qui s'entraîne sur l'île des Amazones. Hein. Elles ont été créées par Zeus et sont garantes de la protection de l'humanité sur une île bien distincte, sauf que cette humanité est entrée en guerre, vu que je rappelle, ce film-là se passe en pleine Première Guerre mondiale, plus précisément à la fin de la Première Guerre mondiale. Et lorsque les humains, malgré eux, les rendent visite dans leur île, les Amazones se rendent compte qu'ils sont en train de livrer une guerre au travers les humains se livrent la guerre partout quoi. Et du coup Chris Pine, Steve Trevor du coup, décide d'appeler à l'aide un peu à ce peuple pour retourner chez eux parce que ils ont peut-être un moyen de stopper cette guerre, surtout qu'en plus de ça, dans toute cette histoire, il y a un tyran qui n'entend pas du tout de cette oreille, il ne veut pas du tout signer d'armistice et se devra donc de continuer cette guerre, de la perpétuer et surtout d'engendrer encore plus de centaines de millions de morts. Et ouais, avec un scénario comme ça, tu m'étonnes franchement que le film soit au taquet bien, il suffisait juste d'avoir une bonne histoire, bien racontée, bien exécutée, bien ficelé. C'était pas si compliqué que ça, Warner et DC. Pourquoi est-ce que vous vous encombrez de je sais pas quoi et d'autres après? Patty Jenkins est une très bonne réalisatrice, il y a des plans que j'arrive à me souvenir, contrairement à ce qu'avait proposé David Ayer, mais bon, encore lui. Bon, le scénario, il n'y a rien de folichon, il n'y a pas des trucs à retenir non plus, mais bon, franchement, les gars, je préfère encore avoir un scénario bien ficelé et qui va droit dans son but, plutôt que d'avoir un scénario avec plein de complexité, plein de trucs à introduire, un petit peu tout ce qu'avait fait Batman vs Superman, quoi. Mais bon, après, derrière, ce film a vraiment un ton léger, vraiment très léger, peut-être même trop par certains moments, par exemple. Le coup dans la baignoire avec la montre et tout, c'était peut-être un trop pour moi, voilà. Niveau musique, le compositeur se contente pas seulement de prendre des thèmes de Hans Zimmer, il essaie d'en inventer de nouveaux. On va dire que ça passe, et ça sert bien le ton du film, même si bon, c'est quand même des musiques déjà vues dans plein d'autres films américains. Malheureusement, mais ça va, ça tient quand même la route, c'est bien. Et les acteurs, évidemment, sont tous tout aussi bons. Wonder Woman est super bien adapté, hein, Diana joue parfaitement bien. Et évidemment, Steve Trevor est un personnage vachement sympathique et ses acolytes qui l'accompagnent sont très intéressants et méritent presque leur film à eux, j'ai l'impression. Les thématiques qui tournent autour de la guerre, ça marche aussi. Franchement, on a tout ce qui fait de ce film un bon film. Merci. Au point que certains le considèrent même presque comme le meilleur film de l'univers d'ici. Même si bon, à ce moment-là, je dirais que c'est plus Man of Steel qui est le meilleur pour l'instant. Mais Wonder Woman s'en sort vraiment très bien et se classe juste en dessous à la limite. Mais bon, après on a que 4 films et on n'a pas vu les autres, dites-vous. Et bon, si seulement ce film était parfait, mais bon, de toute façon, rien n'est parfait les gars, faut l'admettre. Par exemple, la fin, c'est un plagiat total de Captain America. Genre, le gars qui s'appelle Steve qui va détourner un avion qui menace de détruire le monde et doit se sacrifier pour le sauver. En plus, l'acteur est joué par un gars qui s'appelle Chris, qui comme de par hasard joue un gars qui s'appelle Steve, Captain America-like, j'ai remarqué. Ensuite, gros autres défauts aussi, comment ça se fait que Diana n'ait pas de mentor à ses côtés? Genre, je veux dire, laissez-moi un petit peu vous expliquer. Dans ce genre de film, Wonder Woman est obligée d'avoir eu un mentor. Après tout, elle s'est entraînée, elle a une carrière Amazon et tout ça. Mais du coup, comment ça se fait qu'elle n'ait pas de maître? Enfin si,
elle a un maître, mais son maître il est vraiment sous-exploité, il se fait fumer au bout d'un moment donné dans le film. Et après qu'elle soit fait fumer, ouais bah on l'a totalement oublié, tout le monde s'en fout. Parce qu'il faut bien comprendre, la présence d'un mentor dans ce genre de film là devait être taqué important. Par exemple Superman, bah lui il a Kal-El, ce qui bah est un sacré pilier de soutien. Batman, lui, de son côté, bah, il a Alfred, hein, son majordome qui l'accompagne depuis toujours. Mais Wonder Woman, bah, qu'est-ce qu'elle a finalement? Elle a pas de mentor, non, elle a pas grand-chose pour elle finalement. D'ailleurs, il aura au moins réussi à rencontrer son public. Pour une fois qu'un film d'ici ne se fait pas défoncer pour du chipotage ou je ne sais quoi d'autre. D'ailleurs, dites-vous que 2017, pour les femmes, c'est une très grande année dans le domaine du cinéma. Les femmes peuvent enfin avoir le pouvoir. Parce que les gars, faut quand même que je résume. Déjà, dans Logan, t'as une personnage principale qui est une femme et qui est presque au centre de cette histoire. Et ça, bah ça fait plaisir. Surtout qu'en plus, elle a un excellent développement. Et Logan est l'un des meilleurs films de l'année 2017. Gardien de la Galaxie est pas, bon, le meilleur film féministe, mais le meilleur film où les femmes sont les mises en avant de tout l'univers Marvel. Il y a même eu un film sur la momie où la momie elle-même est littéralement une femme, comme quoi, hein. Et la planète des singes, oh, n'en parlons même pas. Là, on a littéralement affaire à une petite fille qui sera importante au scénario et sauve César à un moment donné d'un scénario. Si ça, c'est pas beau, les gars. Et Wonder Woman, c'était littéralement l'héroïne porteuse de tout ça. C'est elle qui a littéralement révélé les femmes au cinéma une bonne fois pour toutes. Comme quoi, il n'y a pas eu Barbie, les gars. Bah ouais, les gars, faut se réveiller. Vous étiez où en 2017? Non, parce que voilà, j'en vois plein dire mais Barbie, c'est trop un film féministe, quoi. Il a révélé les femmes au cinéma et ça, c'est bien. Non, mais les gars, vous étiez où en 2017? Sérieusement, vous étiez où? Donc ouais, 149 millions de dollars, tout ça pour en engendrer plus de 800 millions au box-office. Ouais, franchement, je trouve que c'est rentable. Et franchement, ouais, le film ne démérite pas. Par contre, c'est juste après où les choses vont se gâter. Parce qu'il fallait à tout prix que ce film arrive. Et on va en parler. On attendait tous Justice League. On l'attendait pratiquement tous au tournant. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce que DC a enduré. Là, ça y est, c'était le moment pour Warner et DC de enfin eux aussi jouer dans la cour des grands contre Marvel. Et par où est-ce que je vais commencer? Parce qu'à un moment donné, les gars, faut être honnête 2 secondes, mais là, le film était aussi mal parti que être super mal parti dès le départ. Rien que la façon dont l'univers cinématographique a été construit, bah voilà, il y a un énorme problème. Surtout qu'en plus de ça, tu ramènes 3 nouvelles têtes d'affiche qu'absolument personne ne connaît. Et surtout qu'en plus de ça, tu fais ressusciter un gars qui est déjà mort. Mais vas-y frère, c'est quoi ça? Bon, niveau réa, Zack Snyder est quant à lui toujours présent, ça c'est sûr. Mais juste de l'autre côté, t'as Chris Terrio qui l'accompagne. Et on ne sait pas du tout où est-ce qu'il est passé David Desgoyer. On ne sait pas pourquoi est-ce que cette fois-ci il est pas là malheureusement. Bon par contre les gars, mauvaise nouvelle, ce n'est pas Hans Zimmer qui va s'occuper de la composition musicale. Il est occupé sur Blade Runner 2049 malheureusement. Car il s'agira de Danny Elfman qui s'est occupé de la musique de 50 nuances de Grey. Ça promet. Respectivement, c'est Jason Momoa qui sort de Khal Drogo qui va devoir jouer Aquaman. Ezra Miller jouera Flash après avoir joué dans Les Animaux Fantastiques. Et Ray Fisher, c'est le tout premier rôle de sa carrière. Je sais pas du tout ce que Warner ont avec les premières fois, mais visiblement, ils en étaient obsédés. Globalement, la production du film se passait très bien. Sauf que, malheureusement, tout va être chamboulé. Absolument tout. Déjà, il y a Warner et DC qui interviennent parce qu'ils veulent à tout prix que leur film soit humoristique, parce que les gens ont détesté le traitement humoristique de Batman vs Superman. Ben Affleck, avec toute la pression qu'il a subie, demandera à ne plus pouvoir jouer dans l'univers DC et ne plus pouvoir porter la cape du Batman et s'apprête même à reposer la cape parce qu'il en peut plus, miskin. Henry Cavill aussi commence lui aussi à être sur les nerfs et s'apprête à quitter le plateau une bonne fois pour toutes. Mais si on retient bien une seule chose dans ce tournage, c'est que la fille de Zack Snyder s'est malheureusement suicidée pile à cette période-là et a donc décidé de tout stopper pour pouvoir aller retrouver sa famille. Et sur ça, franchement les gars, comment est-ce que vous voulez qu'on lui reproche ce genre de choses les mecs? Mais avec tout ça, on se rend compte d'un petit détail important. Il n'y a pas de réalisateur pour ce film, on n'en a pas. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire le film? Et parce que pour Warner et DC, il y a un miracle qui est tombé du ciel à ce moment-là. Josh Whedon, qui devait d'abord se charger de faire un film solo sur Batgirl, après s'être barré de Marvel pour plusieurs raisons, il décide de se réfugier auprès de la concurrence, juste histoire de les faire chier. Sauf que ce dernier, il s'est retrouvé à encore une fois réaliser un crossover, parce que c'est le réalisateur d'Avengers, je rappelle, pour pouvoir faire Justice League. Je crois que les gars à DC Comics se sont dit, oh là là,
On a le réalisateur d'Avengers chez nous. Mais quel miracle, merci mon Seigneur, on t'aime. Sauf que le traitement de ce dernier contre ses acteurs est absolument horrible, au point qu'il menace littéralement Gal Gadot et Patty Jenkins de stopper leur carrière respective si jamais ils osaient lever la main sur ce dernier parce qu'il est un peu abusif. Le dernier, lui aussi, est sur les nerfs de ce tournage parce qu'il lui aussi en peut plus, miskin, hein, et quelque part je pense qu'on le comprend un petit peu, être à la charge de ce genre de film alors qu'il ne peut pas du tout faire ce qu'il veut. Ouais, c'est un petit peu le seul. Mais bon, je pense que certains d'entre nous pouvaient largement avoir espoir. Peut-être qu'on aurait pu avoir un bon film. Hélas, le 21 novembre 2017, le film sort. Et c'est vraiment pas bien. Alors attention, c'est bien mieux que Suicide Squad, mais bon, en même temps, faire pire que ce film-là, ça va être compliqué, hein. Scénaristiquement parlant, déjà, ça tient un petit peu la route. Bon, pour vous raconter un petit peu le synopsis, après la fameuse bataille contre Doomsday où Superman est mort, le monde s'inquiète, alors qu'une menace terrible les approche. Mais bon, Batman a tout prévu, il a prévu de rassembler une équipe de super-héros, à savoir ceux qui ont fait un caméo dans le film précédent, à savoir Batman vs Superman. On ne prend pas Suicide Squad dans toute cette histoire parce que ouais non, comparé à ce qui arrive là, la Suicide Squad va être un petit peu inutile, hein. Surtout qu'en plus les peuples océaniques et Amazon se préparent à la venue de cette menace qui s'avérera être Steppenwolf, un envoyé de Darkseid, l'entité la plus puissante de tout l'univers DC Comics. Bon, en gros, Joss Whedon s'était mis à la charge d'un pseudo-Avengers version copiée, si je puis dire. Alors que pourtant, le film commençait super bien. T'enlèves juste la scène de crime qu'il y a avec Batman à Gotham lorsqu'il kidnappe un criminel et tout pour amener une espèce d'insecte et tout. Bah t'enlèves cette scène et le film commence mais tellement bien. Genre déjà t'as Superman qui est enfin attachant dès sa première scène. Surtout quand t'as des enfants qui viennent le filmer pour dire oh là là il est incroyable Superman et tout. Et après t'as une scène avec une musique mais juste mélodieuse et ouais franchement vachement belle, hein. Dommage que ce soit pas Zack Snyder qui a eu cette idée là, mais vraiment c'est un choix super judicieux. Mais après le film va à toute allure et fait les choses simples. En même temps quand le film dure plus de 2 heures tout court, si tu voulais mettre plein d'éléments comme ça marche pas, je suis désolé les gars. Et après ça, le film devient tout simplement simplé. À savoir que t'as Bruce qui rencontre Arthur Curry, qui s'avéra être Aquaman, et ils ont une discussion normale, papote, tranquille et tout, tranquille. Et à part ça, le film s'enchaîne en fait. Et vas-y, la réal, elle est tellement simple et tellement classique que franchement... ça en susciterait presque l'ennui tellement je me suis fait chier. Niveau réel, il n'y a rien de spécial, sauf au début bien sûr. Mais voilà, Joss Whedon n'apporte pas assez sa patte artistique pour que je puisse dire que ça reste bon. Et bien sûr, aucun de ces nouveaux héros sont intéressants. Je veux dire, Aquaman a au moins une petite origin story, une petite histoire sympatoche avec son peuple. Mais voilà, ça s'arrête là, hein, et surtout ça va pas plus loin. De l'autre côté, t'as aussi Ray Fisher qui... aurait pu être intéressant, mais ouais, là, exactement le même problème, mais pour une première fois, je trouve que l'acteur s'en sort pas si mal, parce que voilà, pour une première fois en tant que personnage principal dans un film, c'est déjà assez compliqué, mais pour un acteur, croyez-moi, ça l'est encore plus. Donc franchement, chapeau à Ray Fisher de s'en être bien sorti dans celui-là. Et Ezra Miller, il a l'air d'avoir un petit côté assez déjanté, que moi, franchement, de mon côté, je n'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à... Steppenwolf est fade. Mais j'ai rarement vu un antagoniste principal aussi fade. C'est impressionnant, je dirais même c'est incroyable de se dire que ce personnage-là est aussi fade à ce point-là. Comment c'est possible que vous ayez fait un truc pareil DC Comics? Le MacGuffin du film est catastrophique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon déjà... il y a 3 MacGuffin, à savoir 3 cubes mères qui ont la capacité de détruire le monde une fois qu'ils sont rassemblés. Bon, jusque là ça va, pour l'instant on commence plutôt bien. Et Steppenwolf veut les récupérer pour pouvoir détruire le monde. Ok, jusque là ça va. Bon, ensuite il y a juste un petit problème, ces boîtes mères ne s'activent que quand Steppenwolf est en présence sur Terre. Mais déjà, comment c'est possible que l'une des boîtes mères alors s'est activée pour pouvoir réparer Cyborg? Ensuite, parlons-en aussi du fait que cette boîte est capable de ressusciter les morts, dont Superman, normalement, et sans avoir à lui donner un corps mécanique à la cyborg. Ouais, j'avais oublié ce détail, putain. Enfin bref, de toute façon, ce MacGuffin est tellement con que franchement, j'ai la flemme d'encore plus m'attarder là-dessus, j'ai autre chose à foutre. La vidéo est déjà trop longue, faut avancer les gars, faut avancer. Le film a coûté au total, attention, tenez-vous bien, 300 millions de dollars. En tant que budget, c'est littéralement le film Warner le plus cher qui a été fait pour l'instant. Et croyez-moi, ce n'est pas encore fini. Après, je me demande si c'est pas déjà fini parce qu'en fait, j'ai l'impression que je n'ai plus grand chose à rajouter. Notamment que j'en ai déjà plus ou moins parlé
dans ma vidéo qui rattrape mes précédentes appréciations, sachant que tout le monde en a déjà parlé à ce sujet. Franchement les gars, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Absolument tout est fade et il n'y a rien qui ne fonctionne. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a foutu une famille russe en tant que ressort comique, parce que ça ne sert absolument à rien. Et puis surtout, ouais non, ça rajoute déjà 7 minutes au film qui, bon, heureusement dure 2 heures, parce que sinon je pense qu'on l'aurait trouvé beaucoup trop long. Ensuite, Daniel Elfman, pourquoi est-ce que tu vas utiliser le générique de Flash, enfin le thème principal de la série Flash, dans les scènes d'action? Flash fait une action ouais. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Gars, vous vous rendez pas compte entre les coupures, mais j'essaie de trouver ce qu'il y a à dire ce film là, mais vraiment je n'ai pas grand chose de plus à dire. Les acteurs s'en sortent, ça c'est ok, la réal est à plat, la scénarisation est à plat. Franchement les gars, j'ai pas grand chose à dire de plus. Vraiment ce film est vide. En fait, c'est ça le gros problème de ce film. Il est vide. Le seul moyen d'avoir à conclure tout ça, c'est de se dire qu'avec tout ça, Justice League, c'est que le résultat des mauvaises décisions et des plus grosses erreurs qu'ont pris Warner et DC tout au long du développement de cet univers cinématographique. Bien sûr, créer un univers cinématographique pour concurrencer Marvel, c'était une bonne chose à faire, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas la méthode pour pouvoir le faire. Du coup, ils se sont précipités dans leur choix, et ce qui a malheureusement contreusement mené à ce film absolument mauvais. C'est loin d'être le pire film de super-héros, mais quand même, c'est pas pour autant qu'il faut souffler pour ça. Ça reste moins pire que Suicide Squad par exemple. Aux États-Unis, le film cumulera près de 200 millions de dollars au box-office des États-Unis. En France, il cumulera seulement qu'1 million d'entrées, c'est-à-dire que 1 million de personnes se sont intéressées de ce film. En soi ça va. Et le gros flop, ça reste quand même mondial, 600 millions de dollars, ce qui est quand même en dessous de tous les autres films. Même si Suicide Squad n'est pas aussi en dessous de ça quand même, dirais. Et quelque part, ouais, faut bien se rendre compte d'une chose. En fait, d'ici, il ne faut que descendre encore et encore niveau succès box-office mondial. Surtout quand t'as Avengers qui, pour le même budget, pour à peu près le même scénario et à peu près les mêmes méchants, ils ont quand même réussi à taper le milliard de dollars au box-office mondial, alors que leur succès, que leur projet était encore plus impossible au vu de la situation. Surtout qu'en plus, il y a 4 ans, les gars, ils avaient largement de quoi faire. Ils avaient largement de quoi prévoir quelque chose pour l'ellipse qu'il y a eu entre 2013 et 2016. Parce qu'entre temps, le cinéma il a bien changé ces dernières années. On a eu droit à d'excellents chefs-d'œuvre, de très bons films, des films se font rebooter, d'autres préqualisés. Bref, voilà, le cinéma n'a pas chômé ces derniers temps. Donc, qu'est-ce que Warner et DC ont fait entre 2013 et 2016? C'était pile à cette période-là qu'il fallait prévoir quelque chose. Pourquoi est-ce que rien n'a été prévu? À cette époque-là, dites-vous qu'ils avaient largement le temps de faire les 3 autres films sur Aquaman, Flash et Cyborg. Mais non, au final, ils ont voulu faire un film où tout était compilé en un seul, pour ensuite se lancer par la suite. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont laissé avoir un film solo sur Wonder Woman seulement, alors que les 3 autres, eux, ils y ont même pas eu droit, c'est triste. Et encore, on peut s'estimer heureux de se dire qu'au moins Batman a été introduit. Mais bon, à défaut aussi de dire qu'il a été introduit en même temps que plein d'autres éléments scénaristiques, qui a fait que le gars n'a malheureusement pas sa place pour avoir un bon développement. Parce que j'aurais bien aimé savoir ce qui est arrivé à Robin. Enfin bref, voilà, globalement, voilà ce qui s'est passé avec l'univers du Justice League. Et on pourrait presque se dire que c'est la fin, mais... c'est la fin de cette vidéo, mais c'est clairement pas la fin de la saga de DC Comics. Ah non, on en est bien loin, parce que ouais, les gars, on est sur le point d'arriver à la frontière de l'heure et demie de durée de vidéo. La dernière fois que j'ai fait une vidéo aussi longue que ça, c'était pour le bilan de 2022, pour vous dire. Je n'ai jamais fait de vidéo aussi longue depuis cette époque-là. Et comme il y a encore beaucoup trop de choses à aborder, je suis désolé les gars, mais je vais devoir couper là et reprendre dans une prochaine vidéo. J'espère que l'on se retrouvera avant l'Aïd pour pouvoir parler de la deuxième partie, parce que croyez-moi, on a fait que s'échauffer et passer à l'entrée principale, parce que on n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Ah non, je vous jure, on n'est pas prêt. Donc si vous voulez absolument ne rien rater pour ce qui va arriver, n'hésitez pas déjà à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes les news qui sortiront. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous en attendant, on se retrouve pour cette deuxième partie qui j'espère arrivera très vite. En attendant, je vous laisse. C'était Ressatire. Guadeloupe.